Comment raviver l'attraction quand tout semble perdu? Ce n'est pas qu'une question, c'est un moment charnière de vie. J'ai connu cette sensation, cette bascule où l'autre s'éloigne et où chaque geste semble creuser encore plus la distance. On croit que tout est déjà écrit, que le fil s'est rompu pour de bon. Pourtant, derrière cette apparence d'impasse, il existe un espace invisible où l'attraction peut renaître, presque à contre-courant. Ce que je vais partager ici n'a rien d'une théorie froide. C'est une mécanique intime que j'ai éprouvée, une suite de leviers précis capables de transformer l'énergie d'une relation même lorsque les signes extérieurs annoncent la fin. Comment raviver l'attraction quand tout semble perdu n'est pas un tour de force émotionnelle, mais un processus clair que je détaille pas à pas pour que chaque étape s'imprime dans votre corps autant que dans votre esprit. Car il y a un point de bascule où ce que vous faites, dites et incarnez reprogramme la perception de l'autre. Un point où l'attention se défait, où la curiosité revient, où l'envie de se rapprocher renaît sans que vous ayez besoin de courir derrière. Comprendre ce point et savoir l'activer, c'est tout l'enjeu de ce que vous allez découvrir. Ici, recaler l'état interne avant tout mouvement. Il y a un instant invisible, presque imperceptible, où tout se joue. Avant même qu'un mot ne franchisse mes lèvres, avant qu'un geste ne traverse l'espace, l'histoire est déjà en train de s'écrire dans la manière dont je me tiens, dont je respire, dont je me relie à moi-même. Quand la situation semble glisser hors de contrôle, je sais que la tentation de réagir vite, de combler le vide, est une illusion dangereuse. Alors, je me détourne du chaos extérieur et je ramène toute mon attention dans mon corps, comme si je fermais une porte derrière moi pour entrer dans un lieu sûr. Je sens mes épaules qui, au fil des jours, se sont imperceptiblement rapprochées de mes oreilles. Je les laisse descendre comme on poserait un fardeau au sol. Mon souffle, que je découvre court et nerveux, je l'étire lentement, comme si chaque expiration pouvait effacer une ligne entière de scénarios catastrophes dans mon esprit. Le simple fait de rallonger l'air qui sort de mes poumons me rappelle que j'ai encore un choix, celui de redevenir maître de mon état interne. Dans ces moments-là, je ne cherche pas à me calmer comme on se donnerait un ordre. Je préfère écouter les signaux de mon corps, un à un, jusqu'à ce qu'ils retrouvent un rythme naturel. Je relâche ma mâchoire, souvent serrée par des mots que je n'ai pas dits. Je sens le contact ferme de mon dos contre le dossier, de la chaise, comme si ce soutien physique pouvait, à lui seul, rappeler à mon système que je ne suis pas en danger immédiat. Je me souviens d'un soir où le silence entre nous était si lourd que chaque seconde ressemblait à un jugement. La version de moi d'autrefois aurait rempli cet espace de messages précipités, de justifications, d'explications malhabiles. Mais ce soir-là, je me suis contenté de respirer, profondément, encore et encore, jusqu'à sentir mon cœur ralentir. Je n'ai rien envoyé. Et dans ce vide, quelque chose s'est réorganisé. Ce qui m'a frappé, c'est à quel point cette densité intérieure devient perceptible pour l'autre, même à distance. Il n'y a rien de mystique, c'est un langage non verbal que nous émettons en permanence. Quand je suis ancré, clair, aligné, cela traverse les murs, les écrans, les kilomètres. L'autre le sent. Et c'est souvent à ce moment précis que la dynamique commence à se renverser, presque malgré moi. Ce recalibrage n'est pas seulement une préparation, c'est déjà une action silencieuse, mais puissante. Chaque fois que je m'installe ainsi dans mon corps, je retire l'énergie que j'avais donnée à mes peurs, à mes suppositions, et je la replace dans quelque chose de concret, ma présence. Ce simple déplacement énergétique change tout. Mes mots à venir, mon ton, ma posture et même la manière dont l'autre interprétera mon absence ou ma réponse. J'ai remarqué que lorsque j'entre dans une interaction depuis cet état régulé, je n'ai plus besoin de chercher la bonne phrase ou la bonne stratégie. Les réponses viennent d'elles-mêmes, portées par une cohérence que je n'aurais pas pu fabriquer par la seule volonté. Ce n'est pas un calcul, c'est un ajustement organique. Le corps et l'esprit réapprennent à se parler avant
de parler à quelqu'un d'autre. Et plus je répète ce rituel invisible, plus il devient naturel. Au début, cela demandait une vigilance presque constante. Aujourd'hui, il suffit d'un souffle pour que tout mon système se recentre. C'est là que je comprends que raviver une connexion commence toujours à l'intérieur, dans un espace que l'autre ne voit pas, mais qu'il ressent profondément. Car dans ce silence conscient, dans ce choix de ne rien forcer, je donne à la relation la chose qu'elle a le plus besoin de retrouver. Un terrain sûr sur lequel l'attraction peut à nouveau prendre racine. Rompre la boucle de poursuite et restaurer la polarité. Il existe un réflexe insidieux qui s'installe dès que l'on sent l'autre s'éloigner. La poursuite, ce n'est pas une décision consciente, c'est une impulsion viscérale. Le corps s'agite, l'esprit cherche frénétiquement des mots, des raisons, des actions pour combler l'espace. J'ai longtemps cru que cette intensité était la preuve de mon implication, mais en vérité, chaque geste précipité vidait un peu plus mon énergie et renforçait la distance. La poursuite compulsive est un appel lancé depuis le manque. Et le manque n'a jamais créé de rapprochement durable. Je sais désormais reconnaître ses premiers signes. Mon pouce accélère quand un message reste sans réponse plus longtemps que prévu. Mes doigts veulent déjà taper un juste pour savoir ou un peut-être qu'on pourrait... Ma tête élabore des explications détaillées à des questions qui ne m'ont pas été posées. C'est là que je sens le piège. Ce n'est pas l'autre que je poursuis, c'est la sensation de sécurité que je crois avoir perdue. Quand cette lucidité revient, je fais un pas de côté. Pas un retrait sec ou punitif, mais une manière de reprendre appui sur mon propre axe. Je choisis de me réapparaître à moi-même avant de vouloir réapparaître dans le regard de l'autre. Ce geste est imperceptible de l'extérieur, mais à l'intérieur, il change la direction entière du mouvement. Je me souviens d'un soir précis. Elle avait annulé au dernier moment, prétextant une fatigue soudaine. L'ancienne version de moi aurait tenté de négocier, d'insister, ou de prouver que ma présence aurait été bénéfique malgré tout. Mais cette fois-là, j'ai respiré, et j'ai répondu d'une voix calme, presque posée sur un rocher. « Ok, je comprends. Je garde ma soirée pour moi. On se parle quand la fenêtre s'ouvre vraiment. » Pas d'ironie, pas de blessure. Déguisé. Un simple constat, suivi d'un retrait tranquille. Ce qui s'est produit ensuite m'a surpris. Dans le silence qui a suivi, j'ai ressenti une étrange forme d'expansion intérieure. En ne forçant pas le contact, j'avais rendu à mon temps et à ma présence leur véritable valeur. Et cette valeur-là ne dépendait pas de son oui ou de son non. C'était un espace que je pouvais occuper pleinement, avec ou sans elle. Restaurer, la polarité, c'est comprendre que l'attraction naît d'une tension saine entre deux pôles distincts. Si je me précipite pour combler chaque distance, je deviens indistinct, prévisible, et l'énergie se fane. Mais si je reste ferme dans mon point d'ancrage, sans rigidité, l'espace qui nous sépare devient un champ magnétique. L'autre peut alors sentir qu'il y a quelque chose vers quoi revenir, et non quelque chose qui cherche désespérément à l'absorber. Un jour, face à un silence prolongé, j'ai choisi cette voie dépouillée. Je t'ai senti distante. Je n'ai pas besoin d'explications immédiates. Si tu veux, on prend un café dans un lieu calme, sinon on se laisse une semaine d'air. Il y avait dans cette phrase 3 éléments essentiels. Un constat sincère, l'absence de demande pressante et une proposition concrète mais libre. Ce qui rend ce type de communication puissant, c'est la respiration qu'il contient. Il n'y a pas de piège, pas de sous-entendu, pas d'ultimatum déguisé. L'autre sent qu'il peut répondre ou ne pas répondre, accepter ou décliner, sans risquer de déclencher une tempête émotionnelle. C'est cette sécurité qui redonne envie de parler, car personne ne veut entrer dans un espace où chaque mot pourrait être utilisé contre lui. Paradoxalement, c'est souvent lorsque je relâche la pression que la parole revient d'elle-même. La curiosité de l'autre renaît quand il sent que je n'essaie pas de le convaincre. Le silence que je laisse n'est pas une punition, c'est un espace fertile. Dans ce vide, les mots de l'autre trouvent leur place naturellement, sans que j'ai à les tirer de force.
Parler moins, ce n'est pas se taire par orgueil. C'est faire confiance au fait que la vérité, quand elle est dite avec calme et présence, a plus de poids que des pages entières d'explications. C'est aussi un exercice d'alignement intérieur. Accepter que tout ne soit pas dit immédiatement, que certaines réponses prennent du temps, que certaines tensions se résolvent dans le non-dit avant de se résoudre dans la conversation. Plus je pratique cet art, plus je remarque que la qualité de mes mots s'affine. Mes phrases deviennent plus courtes, mais plus habitées. Mon ton devient plus posé, mais plus ferme. Et chaque fois que je choisis cette voie, j'observe la même chose. L'autre qui semblait fermé se détend légèrement. Les épaules se relâchent, le regard devient moins fuyant. Et la possibilité d'un vrai échange réapparaît. Au fond, parler moins et dire vrai, c'est offrir à la relation un souffle nouveau. C'est dire juste assez pour que l'essentiel soit entendu et se taire juste assez pour que l'autre ait envie de revenir vers moi. C'est dans cet équilibre, fragile mais puissant, que l'attraction et la confiance retrouvent leur chemin. Réactiver la mémoire sensorielle partagée. J'ai compris qu'aucun argument, aussi brillant soit-il, ne peut rallumer une attraction, éteinte aussi efficacement qu'une sensation profondément ancrée. Le cerveau se souvient de manière sélective, et ce qu'il retient avec le plus de vivacité, ce sont les émotions incarnées dans un moment précis. Les images mentales s'estompent, mais la chaleur d'une lumière, le parfum d'un lieu, la texture d'une voix au calme, ces empreintes-là restent gravées dans le corps. Lorsque la connexion semble fragile, je ne cherche pas à convaincre par les mots. J'active plutôt les ancrages liés à nos instants les plus harmonieux. Je repense aux endroits où nos rythmes se sont alignés, où nos gestes étaient naturels, où les silences n'étaient pas menaçants, mais nourrissants. Ces souvenirs sensoriels sont comme des clés qui ouvrent une porte que la logique seule ne pourrait pas forcer. Un dimanche, j'ai eu cette idée simple. Proposer de nous retrouver dans cette petite librairie café où la première fois tout s'était apaisé. L'odeur du papier ancien, mêlée à celle du café chaud, avait ralenti nos respirations. La lumière douce, filtrée par les grandes vitres, avait donné l'impression que le temps se dilatait. Je savais que revenir là ne serait pas juste. Un rendez-vous, mais un rappel profond à nos corps. Ici, on se sent bien. Il ne s'agissait pas de recréer artificiellement le passé, mais de réactiver une mémoire émotionnelle commune. C'est différent. On ne force pas la nostalgie, on invite simplement le système nerveux à retrouver une fréquence connue, apaisante. Et dans cet état, les défenses tombent d'elles-mêmes. Ce qui est fascinant, c'est que dans ces moments, il n'y a rien à prouver. Une boisson chaude, quelques pages feuilletées, un échange de regards suffisent. Les gestes deviennent sobres, précis. Le contact se reconstruit sans avoir besoin d'être nommé. C'est comme si le corps savait déjà où aller et que l'esprit n'avait plus qu'à le suivre. Parfois, je choisis un autre type d'ancrage. Une promenade sur un chemin familier, celui où nos voix avaient trouvé un rythme commun la première fois. Le simple fait de marcher côte à côte, de sentir le même vent, d'entendre les mêmes sons autour de nous, recrée une bulle où la tension s'évapore sans effort. J'ai remarqué que cette approche fonctionne parce qu'elle ne demande rien de direct. Elle ne pousse pas à parler de ce qui ne va pas immédiatement. Elle laisse l'espace pour que le lien se reconstruise naturellement, par capillarité. Ce n'est pas un tête-à-tête imposé, c'est une expérience partagée qui ramène la sécurité émotionnelle, et c'est dans ce retour à la sécurité que l'attraction renaît. Pas comme une explosion soudaine, mais comme une flamme qui reprend doucement, alimentée par l'air et la chaleur juste nécessaire. L'envie de se rapprocher devient une conséquence naturelle et non un objectif forcé. Ainsi, chaque fois que je sens que le terrain s'est refroidi, je me rappelle que je peux réactiver la mémoire sensorielle partagée. Non pas pour manipuler, mais pour rappeler à deux corps qu'ils ont déjà connu un espace où ils pouvaient se détendre ensemble. C'est là, dans cette reconnaissance muette, que la connexion reprend vie. Et si ce n'était pas l'intensité
Des émotions, mais la constance des gestes qui rallumaient vraiment le lien. Comment réagirait l'autre si, au lieu de courir après l'instant, vous deveniez un repère immuable? Jusqu'à quel point un simple respect de parole pourrait-il transformer une atmosphère entière? Le geste fiable qui reprogramme la confiance. J'ai découvert que, dans un lien fragilisé, rien n'est plus réparateur que la fiabilité. Pas les grandes déclarations, pas les promesses spectaculaires, mais ces gestes concrets qui tiennent debout sans avoir besoin d'être exagérés. La fiabilité est comme un sol ferme sous les pieds. Tant qu'il est là, on ose avancer, même après avoir trébuché. Quand la distance ou la méfiance s'installe, chaque action est scrutée par l'autre, souvent inconsciemment. Un retard, une promesse oubliée, un silence plus long que prévu, et la peur reprend le dessus. C'est pourquoi je me concentre sur ce qui semble petit, mais qui, répété, construit un socle solide. Arriver à l'heure, tenir la parole donnée, même pour un détail qui pourrait sembler insignifiant, prévenir plutôt que laisser planer une incertitude. Je me souviens d'un échange tendu où les mots avaient à laisser une lourdeur dans l'air. Plutôt que de chercher à tout résoudre dans l'instant, j'ai écrit un message court, ancré « Merci pour la franchise. Je vais marcher et je reviens vers toi demain en fin de journée. » Pas de justification inutile, pas de drame. Juste un cadre clair. Et le lendemain, à l'heure annoncée, j'ai réellement écrit, comme prévu. C'est dans cette simplicité que le climat a changé. Ces gestes-là envoient un signal direct au système nerveux de l'autre. Tu n'as pas à guetter. Tu sais quand je reviendrai et je reviendrai. Et quand le corps cesse de guetter, il peut enfin se relâcher. C'est dans cette détente que la connexion reprend. La sécurité n'est pas un concept abstrait. C'est une sensation physique et la fiabilité est son déclencheur le plus puissant. La cohérence entre la parole et l'acte est essentielle. Dire « je passerai t'appeler » et le faire réellement, c'est simple, mais c'est rare. Trop souvent, on laisse nos paroles dépasser notre engagement réel, pensant que l'intention suffira. Mais dans une relation qui se reconstruit, chaque décalage entre ce qui est dit et ce qui est fait devient une fissure que l'autre perçoit, même s'il ne la nomme pas. Honorer la cadence fixée sans la surcharger est tout aussi important. Si je propose de nous parler une fois dans la semaine, je tiens ce rythme, ni plus, ni moins. Si je multiplie les prises de contact, je brouille le repère que j'ai moi-même installé. La constance crée une prévisibilité apaisante et cette prévisibilité est magnétique. Enfin, je veille à clore chaque interaction avec douceur avant de me retirer. Ne pas disparaître brutalement, ne pas laisser l'autre suspendu. Dire un « bonne soirée, on se parle demain » est une manière de fermer la porte doucement au lieu de la claquer. Cela inscrit la fin d'un échange comme une étape naturelle, pas comme un abandon. Ce qui est fascinant, c'est que plus je pratique cette fiabilité tranquille, plus elle change la nature même de l'attraction. Elle ne repose plus sur des pics émotionnels ou sur des gestes impressionnants, mais sur un socle stable qui rend l'envie durable. L'autre n'a plus peur de se rapprocher, car il sait que le sol ne va pas se dérober sous ses pieds. Et c'est là que je comprends que la fiabilité, loin d'être banale, est en réalité l'un des gestes les plus séduisants qui soient. Elle dit sans mots « Tu peux compter sur moi, même dans le silence ». Et ce message-là, quand il est ressenti, reprogramme la confiance à un niveau que les discours ne peuvent pas atteindre. J'ai découvert que chaque interaction, aussi banale qu'elle puisse paraître, peut devenir un terrain d'entraînement pour renforcer la connexion. Je ne considère plus les rencontres comme des moments isolés, mais comme des séquences complètes où je peux agir avec conscience avant, pendant et après. C'est cette continuité qui transforme un simple échange en une véritable pratique d'alignement. Avant même que la rencontre ait lieu, je prépare mon terrain intérieur. Je m'accorde quelques minutes de respiration lente en laissant mes épaules descendre et mon ventre se relâcher. J'installe ma posture comme on ajuste la base d'un instrument avant de jouer. J'amène à mon esprit une intention simple, pas une stratégie compliquée. Être clair, être présent, être disponible.
Cette préparation n'est pas un luxe, c'est une fondation. Car si j'arrive avec un corps tendu et un esprit dispersé, l'échange portera cette empreinte dès la première seconde. Pendant l'interaction, je veille à maintenir une voix posée. Je parle moins vite, je choisis mes mots, comme si je posais des pierres solides sur un chemin. Je laisse des silences utiles, ces espaces où l'autre peut respirer, réfléchir, sentir. Je regarde dans les yeux, mais pas pour convaincre, juste pour montrer que je suis là, entier. Je me rappelle que l'écoute n'est pas l'attente de mon tour pour parler, mais un engagement à recevoir pleinement ce qui m'est donné. J'ai remarqué que dans ces silences assumés, quelque chose change subtilement. L'autre se sent moins pressé, moins sur la défensive. Il peut déposer ses mots comme on dépose un fardeau, sans craindre qu'il soit immédiatement analysé ou contré. Ce climat crée un lien plus profond que n'importe quelle argumentation brillante. Après l'échange, je ne laisse pas simplement la rencontre se dissoudre dans le quotidien. Je prends un moment pour intégrer. Je note dans mon carnet ce qui a détendu l'atmosphère, ce qui l'a crispé, et ce que je pourrais ajuster la prochaine fois. Ce carnet est devenu un compagnon discret mais précieux, car il me permet de transformer chaque interaction en apprentissage vivant. Je me souviens d'un dîner fragile où le contact semblait fluctuer. En relisant ma note du soir même, j'ai écrit « Contact rétabli quand j'ai parlé de ce que je veux créer ce mois-ci. Tension quand j'ai analysé son silence. Prochaine fois, rester sur l'expérience et proposer une petite action commune. » Ce genre de recul me permet de corriger ma trajectoire, non pas en me jugeant, mais en affinant ma présence. Ce rituel a 3 étapes claires. Avant, corps régulé, intention simple. Pendant, phrase courte, écoute large. Après, intégration écrite, ajustement tranquille. C'est une boucle qui se nourrit d'elle-même, car chaque cycle améliore le suivant. Ce qui est fascinant, c'est que cette régularité finit par se voir. L'autre sent que mes gestes ne sont pas improvisés au gré de mes humeurs, mais qu'ils s'inscrivent dans une cohérence plus vaste. Et cette cohérence inspire confiance. Elle dit « Je ne suis pas ici par hasard et je ne repars pas sans avoir appris quelque chose ». Avec le temps, ce rituel d'alignement devient presque invisible, mais ses effets sont palpables. Les conversations gagnent en profondeur, les malentendus diminuent et même les désaccords se traversent avec plus de fluidité. Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement l'autre que j'apprends à rencontrer, c'est moi-même, encore et encore, dans chaque échange. Et si la clé pour garder l'autre près de vous n'était pas dans vos gestes envers lui, mais dans ce que vous cultivez en vous, comment l'énergie change-t-elle quand votre centre ne dépend plus de ses réactions? Serait-il possible que la véritable force d'attraction naisse du silence intérieur et non de la conquête? Stabiliser. L'attirance sans retomber dans l'attachement. J'ai compris qu'il ne suffit pas de rallumer une flamme pour que la lumière dure. Une attraction retrouvée peut vite s'éteindre si elle se nourrit de l'urgence et de la peur de la perdre. Ce qui compte vraiment, c'est de créer les conditions pour qu'elle devienne stable, organique, presque indépendante des fluctuations du quotidien. Et pour cela, je dois me rappeler que l'histoire à deux se construit toujours sur l'histoire que j'entretiens avec moi-même. Mon point d'ancrage n'est pas la relation, mais mon intériorité. C'est elle qui donne la tonalité à tout ce que je partage. Si je la néglige, je me vide peu à peu et je commence à attendre de l'autre ce qu'il ne peut pas me donner durablement. Alors je continue de nourrir mes axes, ma santé, pour que mon corps reste un lieu habité et vivant. Ma création, pour que mes idées s'ouvrent et s'expriment, mes relations amicales, pour que mon cercle de soutien reste large, mes projets, pour que je continue à avancer dans une direction qui m'appartient. Quand je suis engagé dans cette dynamique, l'attraction qui émane de moi n'a rien à voir avec la séduction forcée. C'est une onde naturelle, comme une fréquence stable qui attire par cohérence plutôt que par besoin. Et c'est cette stabilité qui fait que lorsque l'autre revient, je ne change pas de posture. Je garde la même hygiène, de l'espace pour respirer, de la vérité dans mes mots et des gestes fiables qui rassurent sans étouffer.
Un matin, j'ai formulé une règle simple, presque comme un pacte. On se parle quand c'est disponible, et on honore le silence quand il est utile. Cette phrase, je l'ai prononcée sans calcul, mais elle a immédiatement créé un cadre respirable. Ce n'était pas une limite rigide, c'était une invitation à respecter les deux rythmes, celui de la parole et celui du silence. Ce qui s'est passé après a confirmé ce que je pressentais. En enlevant la pression de devoir être ou toujours en contact, nous avons retrouvé le plaisir de nous chercher. L'attraction a commencé à croître, non pas parce que je la poussais, mais parce que notre réalité supportait enfin la proximité. C'est une alchimie subtile. Plus je m'appuie sur mes propres fondations, moins j'ai besoin de tenir l'autre. Et moins je le tiens, plus il a envie de rester. Ce n'est pas un paradoxe, c'est une loi de l'espace émotionnel. J'ai appris que l'attachement excessif déforme la relation, même quand il se déguise en amour. Il crée une tension invisible qui finit par éloigner. L'attirance stable, au contraire, laisse la place à la liberté. Elle n'a pas besoin d'être entretenue par des preuves constantes, car elle vit dans un climat de confiance. Alors, chaque fois que je sens l'envie de resserrer, je reviens à cette règle intérieure. Rester ouvert, mais aligné. Offrir, mais sans me dissoudre. Accueillir, mais sans me retenir à tout prix. Et dans cette posture, je redeviens naturellement la personne vers qui on a envie de se rapprocher. Pas par stratégie, mais parce que ma présence est un lieu où l'on respire mieux